politique qui voudrait bien, qui veut bien aller participer à ces élections-là au Rwanda. Et pour commencer peut-être à parler, j'aurais aimé citer un article que j'aime bien de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est la raison d'être de tout parti politique. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Voilà pourquoi nous nous engageons actuellement, comme les autres sont engagés avant nous, dans la politique, pour essayer de lutter pour la conservation de ces droits qui nous sont très chers. La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Voilà donc, puisqu'il m'est demandé de parler de la participation du citoyen à la gestion de la chose publique, je parlerai surtout du Rwanda. On a dit que voilà, il y a des élections au Congo, il y a des élections au Burundi, mais moi je parlerai surtout du Rwanda. Est-ce que ça se ressemble? Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent? Il y en a certainement qui sont différentes aussi. La participation du citoyen à la gestion de la chose publique. Ce que disait encore le premier article quand il parlait du principe de la République. Alors, je finis là, je ne vais pas vous saouler avec les textes. Mais ce principe, c'était quoi? C'est que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et cette constitution a été signée par le président Paul Kagame. Ce n'est pas le feu Habyarimana qui l'a signée, c'est Paul Kagame lui-même qui l'a signée. Et c'est la constitution, voilà, qui organise les pouvoirs dans notre pays. Alors, dans le deuxième article, on nous dit déjà le type de participation du citoyen. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement. Au peuple, donc chaque citoyen peut l'exercer directement en votant dans les élections qu'on appelle les référendums. Et on les attend. Hein. Et des élections qu'on attend au Rwanda en 2017. Alors nous avons décidé, dans notre parti, nous avons fait un congrès, nous avons décidé d'y aller. Évidemment, je sais que tout ce que tout le monde pense en disant, voilà, on a vu les autres partir, on sait ce qu'ils sont devenus. Avant Victoire Ingabire, il y en a d'autres qui ont été assassinés, qui ont essayé de faire quelque chose pour le changement, comme cette Senda Chonga, pour lequel nous nous réunissons aujourd'hui aussi ici. Quel est notre secret? Quelle est la force que nous avons? Je vais peut-être vous le dire aujourd'hui. Quelle force qui nous pousse à y aller? Je ne sais pas s'il y a vraiment de secret, mais je suis convaincu, je suis prêtre catholique et je crois. Et je marche par foi. Je ne sais pas expliquer trop la foi, mais la foi est une source de force aussi. Et en voyant l'histoire du monde, je ne suis pas plus âgé que les autres, on peut voir que toutes les décisions qui ont changé le monde, en tout cas positivement, partout dans le monde, ils ont toujours été prises par des personnes qui risquaient la mort. Que ce soit la fondation des États-Unis, que ce soit... Allez partout. La Révolution française, et toutes les révolutions, toutes les décisions qui ont pu changer le monde, elles n'ont pas été prises par des gens qui sont cachés pour leur propre sécurité, mais c'est des gens qui se sont exposés. Qui se sont exposés parce qu'ils défendaient une cause. Et je crois avec vous que la cause rwandaise mérite des gens qui se sacrifient pour cette cause-là. Et cette cause, c'est ce que disait la fameuse citation de l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a des droits qui sont naturels et imprescriptibles de l'homme. Quand la liberté des gens est en jeu, quand la propriété privée est en jeu, la sûreté, alors là, on peut bouger, on peut résister contre l'oppression. C'est un droit. Et c'est un devoir aussi, de résister contre l'oppression. Si nous fuyons le terrain au Rwanda et qu'en 2017, il se présente seul, encore une fois, ou qu'il présente son fils ou sa femme, eh bien, c'est parti pour 14 ans. Encore. Si en 2017, personne d'entre nous ne suit Victoire Ingabire et que tous nous cachons dans nos trous pour dire il va tous nous massacrer, eh bien, c'est correct, mais il manque quelque chose de très important. On n'est plus un peuple, en fait. On n'est plus un peuple
Dans l'Église, on disait, si une communauté ne sait pas faire des prêtres, ne sait pas produire elle-même des prêtres, eh bien, cette communauté-là ne mérite pas d'être une paroisse. Et ça fonctionne dans l'Église, ça. Un peuple qui ne sait pas produire des leaders, qui défendent sa liberté, qui défendent sa cause, eh bien, on peut être un peuple de serviteurs, et c'est possible. Ça fait pas longtemps on l'était. Ça fait pas longtemps on l'était. Il y a 2 jours, on faisait une conférence de presse, où il y avait quelqu'un de l'ambassade qui nous a dit « Alors, monsieur l'abbé, on sait, revenons quand même à la tradition rwandaise. Un chef, quand il travaille bien, tout le monde le respecte et on le laisse travailler jusqu'à ce qu'il s'essouffle. » Vous voyez de qui il parle. Il faut le laisser travailler, il ne faut pas l'embêter. Bon, d'accord, très bien. Sauf qu'un chef comme celui-là, ça fait longtemps qu'on n'en veut plus. En 1959, on avait dit, ça c'était une monarchie, c'était la monarchie. On est une république, on n'est plus une monarchie. Et puis la constitution qui le coince actuellement, c'est lui qui l'a signée. Et ce n'est pas seulement au Rwanda, c'est aussi au Burundi, c'est aussi au Congo, même si tous les problèmes ne se ressemblent pas vraiment. Nous savons ce qui nous attend au Rwanda, puisque c'est la question. Nous connaissons les défis qui sont là. Et on peut les résumer peut-être en citant seulement 5 points comme orientation, que vous connaissez, que nous partageons d'ailleurs. Je crois que vous n'allez pas me dire qu'il faut laisser le chef exercer jusqu'à la fin de sa vie. Nous savons que le terrorisme qui est là, le terrorisme d'État qu'exerce le FPR sur le peuple rwandais et même sur les voisins est une réalité. J'aime bien un certain Evode Uwizeyimana qui essayait de qualifier le pouvoir rwandais, vous savez, les termes qu'il utilisait, comme un groupe de quoi? De bandits armés. Maintenant, il travaille quand même pour ce pouvoir, comme quoi ce pouvoir, il est quand même assez ouvert de temps en temps, si vous travaillez pour lui. Moi, je ne répéterai pas ça. Comme un groupe de bandits armés, et surtout maintenant, je ne vais pas le répéter souvent, vous comprenez? Vous allez me comprendre. Mais on peut reconnaître quand même quel est le type de pouvoir qui est au Rwanda. Dire que c'est une dictature, ça ne suffit pas. Je ne sais pas ce que les autres ont dit avant moi. Dire que c'est une dictature, ça ne suffit pas. On connaît des dictatures, on les a connues même avant, mais rien de pareil. Mais le terrorisme, nous savons ce que ça signifie aujourd'hui. Et un gouvernement peut être vraiment, avoir des méthodes au moins, ce n'est pas essentiellement terroriste, mais des méthodes terroristes. Déployer toutes les forces de sécurité, armer la police, et en inventer des milices pour aller terroriser la population, c'est ce que nous vivons tous les jours. Moi, je suis né là, je suis resté dans ce pays. Je l'ai quitté il y a seulement 9 ans, et j'y ai travaillé comme prêtre. On a tout vu, on a tout entendu. Alors, on ne va pas dire qu'on ne les connaît pas, le terrorisme. Et le terrorisme a un effet, c'est voulu, c'est entretenu. Quel est l'effet de terroriser le peuple? C'est de faire en sorte que les gens ne puissent plus se mettre ensemble pour réfléchir et penser à leurs intérêts ensemble. Et ça, vous le savez. Et chacun dans son coin. Quand vous êtes 2 ou 3 dans la rue à Kigali, attention, si on vous voit 2, 3 fois, vous avez une idéologie du génocide. Ça se passe tous les jours. Le terrorisme sert à empêcher les gens de faire de la politique. Parce que faire de la politique, c'est s'occuper justement de la gestion de l'intérêt général, du bien commun. Alors quand vous avez peur, vous vous repliez sur vous-même et vous allez chez vous, vous vous cachez. Personne n'a plus confiance en l'autre. Si vous n'avez plus confiance en personne, alors on ne fait pas de politique. Parce que si on se met ensemble, on va commencer par se soupçonner en disant « il va peut-être me trahir ». C'est ce qui se passe exactement au Rwanda. Et ce régime a des méthodes terroristes. Et pour ça. Et ça n'a pas changé jusqu'à maintenant, même si nous disons que nous y allons. Diaboliser, la politique est carrément et simplement diabolisée. Alors là, si vous ne préparez pas des hommes politiques qui savent que c'est honorant de participer à la gestion de la chose publique, alors là, on ne va nulle part. J'aime bien notre pape parce qu'il a dit quelque chose que les autres n'avaient pas dit. Et ce pape avait dit que, vous savez, chez nous, on met parfois des gens dans l'ordre des saints, parce qu'ils ont donné un bon exemple. Et on a des critères. Et notre pape a dit dernièrement que l'exercice, la politique, la participation à la gestion de la chose publique était la forme la plus haute de la charité. C'était la première fois que j'entendais ça. Donc des politiciens, être un homme politique,
c'est un sacrifice suprême. On peut être saint à cause de ça. Et surtout en Afrique, on se fait assassiner. C'est Mugabe qui avait dit à un ami politicien qui avait dit, faire de la politique en Afrique, c'est quoi? C'est s'attendre à être assassiné, comme c'est Sendachonga, c'est emprisonné ou en exil, c'est tout, c'est les trois issues. Imaginez, imaginez. Et si on y va, si on y rentre, si on se sacrifie pour y rentrer, il faudrait que cette conception change et ça ne peut être changé que par l'école, que par l'éducation politique. Ça, c'est notre programme prioritaire. Si on avait la chance vraiment d'y arriver, et on espère, il faudrait une école. Des autres pays font des écoles d'administration ou des écoles de sciences politiques, mais des écoles surtout d'administration pour préparer ceux qui travailleront dans l'administration. Chez nous, j'ai entendu des gens expérimentés qui disaient que c'était créer une caste, et cette caste, on n'en veut pas. Mais quand même, il faudrait quelque chose dans ce sens-là. Donc l'éducation nationale prépare des hommes qui savent comment faire des choses, qui savent quelle est leur profession, voilà. Sinon, pour être élu homme fort, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que Kabila était le dernier président, je n'ai pas tout compris en fait. Après, qu'est-ce qu'il y avait, un roi ou... Je ne sais pas, je n'ai rien contre les rois, mais... C'était ironique. C'était ironique. Bon, d'accord. Mais je crois que notre homme fort, il sera peut-être le dernier, j'espère bien. J'espère qu'il sera le dernier et que celui qui va le remplacer sera l'élu du peuple et qu'il ne pourra pas avoir les moyens d'être un homme fort. En tout cas, pas moi. Bon. Concernant la manipulation des institutions, du droit constitutionnel, alors, tout pouvoir tend à la corruption, c'est sûr. Tout pouvoir tend à la corruption. Si on n'arrive pas à organiser les contre-pouvoirs dans un pays, vous êtes sûr que vous allez tout droit dans la dictature et dans la corruption. C'est sûr, c'est sûr. Alors, et c'est l'enjeu de la politique. Si le pouvoir est là, il tend, même si c'était des saints qui descendaient du ciel, s'ils sont au pouvoir, ils tendent vers la corruption. Tout le secret, peut-être c'est le rôle de l'opposition, c'est le rôle de la société civile, c'est de pouvoir organiser des comptes organisés. Le terme est vraiment ingrat. Organiser des contre-pouvoirs. Le pouvoir fait tout ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'opposition forte, c'est tout. S'il y a une opposition d'organiser, alors il rappelle le pouvoir à l'ordre. S'il y a des contre-pouvoirs qui sont installés, tout marche. Mais le pouvoir seul, qui s'en va seul, il s'en va vers la corruption. Alors, il n'y a pas un problème d'interprétation, puisque dans chaque pays, il y a toujours justement le pouvoir, mais il y a aussi les organes qui sont chargés de l'interprétation de la loi, par exemple. Au Burundi, c'était le Conseil constitutionnel qui devait trancher. Et le Conseil constitutionnel était composé de membres nommés par le président de la République. On peut nommer ses amis, c'est sûr. Je ne vais pas nommer, j'allais dire, même moi, je n'allais pas nommer tous les opposants qui vont me rendre la vie difficile. On est tenté justement, quand on est au pouvoir, par cela. Kagame a dit une chose merveilleuse. Merveilleuse parce que c'est la vérité. En disant, moi je ne suis pas au pouvoir et mon rôle, mon job, ce n'est pas d'organiser l'opposition contre moi. Et voilà, ça c'est la vérité. Mais il y en a d'autres qui sont là pour organiser l'opposition. Et l'opposition, justement, et la société civile, ils servent à ça. Sinon, tout le pouvoir, dans n'importe quel pays, il s'en va vers la corruption. L'organisation, c'est l'organisation qui manque. L'organisation des contre-pouvoirs, l'organisation de l'opposition. C'est notre rôle à tous quand on n'est pas encore au pouvoir. Et voilà. Je crois que c'est la seule réponse que je peux donner à ça.